Bonjour et bienvenue à ce séminaire organisé par Taxville. Je me présente, je m'appelle Maud Sébastien, je suis le fondateur de Fiscality Consult et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la gestion d'un cabinet comptable. Cette thématique est malheureusement oubliée dans nos différentes formations. On va passer ensemble les différents thèmes, on va parler des prémices, à savoir l'introduction du comment avoir un accès à la profession, cette fameuse notion du travail seul, car malheureusement beaucoup d'experts comptables travaillent seuls, mais soyez rassurés, il y a des stratégies. Comment structurer de manière efficace votre cabinet d'expertise comptable, comment optimaliser votre agenda et surtout cette fameuse gestion du temps, faire face à votre trésorerie passagère et surtout aux problèmes de la trésorerie rencontrés aujourd'hui dans les cabinets d'expertise comptable, comment motiver et garantir le travail des collaborateurs, trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, un élément extrêmement important, et aborder la relation et comment fidéliser votre clientèle. Parlons ensemble des prémices. Donc, en quelque sorte, le choix du maître de stage est extrêmement important, à savoir, est-ce que vous allez vous engager vers un maître de stage dans une petite structure ou dans une grosse structure. Les avantages de travailler dans une grosse structure sont souvent l'approche financière, la structuration et également une hiérarchie. On va également vous spécialiser en quelque sorte dans une matière, mais vous limiter aussi au niveau des approches autres que votre matière de prédilection. Par contre, l'avantage de travailler dans une petite fiduciaire, c'est que vous allez travailler au quotidien avec le maître de stage et il va vous expliquer son histoire et vous allez évidemment découvrir plein d'aspects de la comptabilité qui sont en quelque sorte cachés dans les Big Four. J'ai fait le choix de travailler seul dans mon cabinet, mais je vous propose de découvrir ensemble deux scénarios, deux méthodologies. La première méthode, c'est que avec votre maître de stage, vous avez une faculté ou une possibilité d'acheter le portefeuille client ou éventuellement d'acheter la société. Attention, il y a des questions existentielles à se poser. Le fait d'acheter un portefeuille est vraiment un projet de vie. Pourquoi ? Parce que acheter le portefeuille signifie un engagement à titre privé souvent en termes de crédit financier. Donc, vous allez peut-être devoir reporter vos projets privés parce que vous achetez un portefeuille de votre maître de stage. L'avantage, évidemment, c'est que ce portefeuille, vous le connaissez et que donc vous pouvez développer naturellement cette clientèle. Cependant, il est évidemment important aussi d'analyser le portefeuille de la manière suivante. Quel type de clientèle allez-vous réellement acheter ? Je donne un exemple. Imaginons que votre maître de stage travaille depuis des années. Eh bien, évidemment, il faut faire attention à l'âge des clients, puisque si vous rachetez le portefeuille à 40 ans et que la clientèle est vieillissante, cela peut éventuellement poser un problème dans votre propre gestion de cash flow qu'on verra plus tard. L'avantage d'acheter, par exemple, le portefeuille par l'intermédiaire d'une société, c'est que le maître de stage peut éventuellement négocier avec vous en quelque sorte le prix. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en priori soumis à l'impôt et donc il est en gestion normale du patrimoine privé. Il est possible dans ce cas d'espèce de renégocier un petit peu le prix et donc d'acheter la structure. Attention, qui dit acheter la structure dit aussi acheter tout le protocole. Et donc il est peut-être des fois difficile d'acheter une société tout simplement parce que les clients sont déjà habitués à un certain format. Démarrer de rien, c'est vraiment mon cas personnel. Je n'ai pas acheté de clientèle, ce qui évidemment a des conséquences extrêmement difficiles. Il faut savoir que développer seul un cabinet d'expertise comptable, ce n'est pas du tout la même chose que travailler avec un maître de stage. Je ne l'ai pas compris au début quand mon maître de stage me l'a expliqué. Mais c'est vrai que développer son cabinet demande de la rigueur, demande de l'autodiscipline et demande surtout au début beaucoup de sacrifices. Mais malheureusement, on ne s'en rend pas compte au début parce qu'on est jeune et parce qu'on n'écoute pas. Quand je dis jeune expert comptable et ce, peu importe l'âge.
Le fait de développer seul votre cabinet va demander évidemment de l'autodiscipline, mais aussi de trouver les clients. L'avantage de trouver un client, c'est que vous pouvez l'adapter à votre propre modèle et à votre propre stratégie. L'inconvénient de démarrer seul, c'est que vous devez trouver ces clients et ce n'est pas relativement simple. Comment structurer votre cabinet de manière efficace? C'est un point qui est extrêmement important, mais je vais envisager dans le cas d'espèce ici 2 scénarios. Le scénario d'une profession dite médicale et paramédicale, et vous allez avoir un autre scénario qui sont les consultants. J'ai pris vraiment 2 approches complètement différentes, car un médecin ne raisonne pas de la même manière qu'un consultant. Personnellement, dans mes choix stratégiques au sein du développement de mon propre cabinet, j'ai fait le choix de réfléchir sur une structure en termes de clientèle. Je n'ai pas pris n'importe quel client. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être spécialisé, selon moi, dans toutes les matières. Et encore une fois, un médecin n'est pas un consultant n'est pas un entrepreneur en termes de réflexion. Ce qui est important au niveau d'un médecin, c'est de comprendre comment évoluer avec ce profil. C'est également important de comprendre comment évoluer avec un consultant. Le médecin, la première question pour laquelle on a des discussions avec les médecins, c'est qu'ils discutent des honoraires. Quand je parle des honoraires, c'est des honoraires de comptabilité. Pourquoi? Un médecin est une personne qui est agréée à l'INAMI. Soit il est conventionné, soit il est déconventionné. Mais peu importe, il a quand même une limitation au niveau du prix. Et donc, un médecin demande entre 20 et 40 euros. Quand vous lui annoncez, par exemple, votre taux d'horaire à 400 euros, ça correspond à lui à 10 prestations, ce qui évidemment peut lui poser un problème intellectuel. Et c'est là où effectivement il faut lui montrer l'intérêt et non le désintérêt de travailler avec votre bureau d'expertise comptable et de surtout lui montrer que effectivement le médecin est une personne qui est habituée à respecter les lois et à respecter des conventions et donc lui il vient chez vous pour une seule raison. Sa raison est de dire, en quelque sorte, j'ai une obligation d'avoir un bureau d'expertise comptable parce que je dois répondre à certains types de critères. Mais il faut lui montrer que ce n'est pas que ça, avoir un bureau d'expertise comptable. Un bureau d'expertise comptable est une personne qui va vous apporter énormément de plus-value. Et un expert comptable, aujourd'hui, est un coach. Est un coach en entreprise, c'est une personne qui va vous apprendre énormément de choses. Et donc, ce point-là doit être très clair avec le médecin et lui montrer qu'il a plus intérêt à travailler avec un bon bureau d'expertise comptable spécialisé dans sa matière qu'un désintérêt. Ce que vous devez également comprendre, c'est que quand vous prenez en charge ce type de profil, un médecin, il faut accepter les conditions d'un médecin. Les conditions d'un médecin, c'est quoi? C'est que souvent, en termes de documents, c'est un petit peu très limite, voire déraisonnable. C'est finalement un petit peu accepter la préparation de travailler avec un médecin. C'est comme accepter de préparer un Ironman, ça prend du temps, il y a des sacrifices. Travailler avec un choix profil d'un médecin, c'est accepter effectivement cette problématique. Un médecin est une personne qui considère que ces documents ne sont pas importants. Quand je dis ces documents, c'est ces documents envers le comptable. Donc, comme j'expliquais, il faut d'abord lui faire prendre conscience de l'intérêt de travailler avec un bureau d'expertise comptable. Lui montrer également que nos honoraires vont très vite être neutralisés par la plus-value que le bureau d'expertise comptable va apporter. Il faut également, vu le profil du médecin, mettre en place des procédures internes. Des procédures internes, c'est des procédures que vous allez mettre en place au sein de votre cabinet, ce qu'on appelle des protocoles. Ces protocoles doivent être très clairs entre le médecin et le cabinet d'expertise comptable. La rentabilité d'un dossier d'un médecin, ce sont des dossiers qui sont extrêmement cherchés par les bureaux d'expertise comptable. Pourquoi? Parce que ce sont des dossiers qui sont rentables. Mais si le dossier est mal géré, ce sont des dossiers qui deviennent non rentables. Et donc, ils sont souvent la conséquence de notre propre gestion interne. Ça veut dire qu'en interne, nous avons mal accepté les conditions du deal ou éventuellement, nous avons mal accepté le message, le médecin a mal accepté le message qu'on voulait lui communiquer. Au niveau de l'acceptation du dossier, là, c'est extrêmement important de comprendre comment on peut accepter un dossier. Je constate au sein de mes confrères qu'on accepte pas mal de dossiers, mais on sous-estime trop souvent le mécontentement du client.
Donc au sein du cabinet, on a des protocoles qui expliquent OK, le client veut changer de bureau d'expertise comptable, mais quelle est la raison pour laquelle il veut la changer? Donc vous devez clairement identifier la raison pour laquelle le client change de bureau d'expertise comptable. Pourquoi? Pour éviter tout simplement les frustrations à terme. Ne pas bien comprendre le profil. Il est extrêmement important de bien comprendre le profil d'un médecin. Un médecin n'est pas un consultant, et de comprendre sa manière de fonctionner. Une erreur très importante, c'est de brader les prix. On veut absolument, adapter nos prix en fonction éventuellement du précédent bureau comptable, ou éventuellement on brade les prix pour obtenir des clients, ce qui est une erreur fondamentale. Omettre d'analyser les dossiers avant d'accepter. Donc il faut analyser les dossiers parce qu'il y a des dossiers que vous allez accepter de manière non réfléchie ou sur laquelle il n'y a aucun protocole au sein du cabinet qui va engager votre responsabilité ou en tout cas qui va engager des ennuis plus tard. Donc analysez le dossier. Par exemple, si le médecin est en société, analysez le compte courant. Si vous vous rendez compte que le compte courant est complètement démentiel, parlez-en lui et trouvez des stratégies. Peut-être qu'il n'est pas au courant, peut-être qu'il est au courant. Donc analysez le dossier pour éviter d'engager vos responsabilités. Déterminer d'emblée qui fait quoi. Ça signifie qu'on doit expliquer au médecin les règles du jeu. Au sein du cabinet, il y a des règles du jeu qu'il doit respecter et nous, on doit accepter évidemment également ces règles. Mais les règles doivent être clairement définies dans notre lettre de mission. Pensez dès l'acceptation du dossier à qui vous allez attribuer le dossier. On n'accepte jamais un dossier au sein du cabinet avant que j'en ai parlé à l'équipe. Il faut en parler à l'équipe et pas prendre des dossiers pour prendre des dossiers. Il faut faire de la qualité et non de la quantité. Donc parlez-en à votre équipe pour éviter à terme des problèmes avec votre équipe, des dépassements, des burn-out, etc. Sous-estimer l'approche au coût. Sous-estimer l'approche au coût signifie clairement que vous ne devez pas vous adapter aux honoraires du précédent comptable. Vous vous rendez compte que ce client finalement a quitté son précédent comptable. Ce n'est peut-être pas pour une raison de coût, mais c'est peut-être une conséquence. Pourquoi? Le bureau comptable voulait absolument bénéficier de ce client et donc il lui a dit OK pour un montant X par mois. Et on se rend compte que le fait qu'il a accepté un montant X par mois ne lui permet pas d'accorder assez de temps à ce dossier. Et donc, le client est mécontent et donc le client part. Donc, adaptez les prix par rapport à la qualité de votre bureau. Et chacun, évidemment, doit prendre en charge ses responsabilités. Le médecin a des responsabilités. Vous avez des responsabilités en termes de délai. Il faut évidemment tous les deux les accepter. Le scénario 2, c'est un scénario d'un consultant. Un consultant n'a rien à voir avec le profil d'un médecin. Un consultant, il faut constamment évoluer avec son profil. Pourquoi? Le médecin est une personne qui n'a pas de temps et qui travaille de 8h à 19h, mais qui est souvent sur ses patients, qui fait beaucoup d'administratifs, mais qui s'occupe très peu de sa comptabilité. Par contre, un consultant, la première question pour laquelle, en tout cas au sein du cabinet, il vient vers nous en nous posant la question de l'impôt. Il veut garder le contrôle et il veut que le service soit rapide. Je donne un exemple pour toujours bien comparer des pommes et des poires. Le médecin, si vous lui envoyez un mail à 8h du matin, quand tout va bien, il vous répond à 19h ou le lendemain. Un consultant est une personne qui est derrière son ordinateur. Et donc, il souhaite qu'on mette en place des stratégies pour lui répondre rapidement. Il aime garder le contrôle. Un consultant est une personne qui est derrière son ordinateur et aime garder le contrôle en termes de comptabilité. Et c'est une personne pour laquelle, effectivement, la gestion de l'impôt est un facteur important. Tout d'abord, au niveau du consultant, c'est le même profil que le médecin, il faut lui faire prendre conscience du règle du jeu. Par contre, et ça c'est un conseil, pour maintenir des consultants dans votre portefeuille client, il est indispensable d'être pragmatique sur les optimalisations et d'ensuite de faire des optimisations très spécifiques. Donc en fait, un consultant est une personne qui au début vient chez vous, il ne discute pas des honoraires contrairement à un médecin, mais il va effectivement analyser le dossier avec vous de manière pragmatique et après, il souhaite vraiment que vous veniez en plus-value avec des définitions pour son dossier de manière très spécifique. Il va demander, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, une comptabilité cloud, donc une comptabilité qu'il lui-même pourra gérer. Attention à ce type de comptabilité parce qu'il peut peut-être se rendre compte que votre comptabilité n'est pas gérée au quotidien. Il ne faut pas se mentir, c'est impossible de gérer 500 dossiers au quotidien et donc ça peut évidemment gérer aussi des frustrations. Donc expliquez aux consultants que depuis le départ, il peut gérer une comptabilité de manière externe mais que nous, en interne, on est en décalage.
Le point de chute, un consultant demande toujours un point de chute. Quand j'explique un point de chute, c'est une personne de référence. Un consultant adore travailler avec une personne de référence. Contrairement à un médecin, les consultants sont beaucoup plus demandeurs sur « je veux travailler avec telle personne et je ne veux pas changer ». Comment structurer vos départements? Alors, il y a déjà une dizaine d'années, j'ai fait le choix de structurer mon cabinet d'expertise comptable au regard de ce que je voyais dans les Big Four. Il y a 4 départements au sein du bureau. Le premier département, c'est le département comptabilité, qui est en fait, en quelque sorte, l'apporteur d'affaires. La comptabilité, c'est ce qui nous permet d'avoir de la rigueur, mais aussi d'avoir de la rigueur au niveau de nos cash flows, parce qu'on reçoit les dossiers, et les dossiers sont souvent récurrents, et donc on ne doit pas se battre comme par exemple un consultant qui, lui, a des contrats tous les 6 mois et doit chaque fois rechercher un métier. Nous, a priori, à partir du moment où le client est content, il est censé rester avec nous de nombreuses années. Donc, la comptabilité est vraiment le pied d'entrée dans votre fiduciaire. Il faut être rigoureux, c'est le tremplin, et il faut évidemment de la récurrence. Il y a la fiscalité. Au niveau de la fiscalité, c'est un département où évidemment le risque est le plus important, mais il s'agit aussi d'un département qui apporte beaucoup de valeur. Donc, un bureau d'expertise comptable sans département fiscal ou sans réflexion fiscale va se retrouver très vite, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, va se retrouver très vite sans clients ou avec une rotation client très importante et donc une demande d'énergie. Donc, le département en termes de fiscalité est extrêmement important. C'est un département évidemment qui fait toujours l'objet de réflexion, donc intellectuellement c'est très intéressant. Personnellement, en 2023, on a décidé au sein du cabinet, vu la complexité de la fiscalité, de travailler de plus en plus avec des bureaux spécialisés. Il y a un autre département qui s'appelle le département financier, qui est vraiment un atout. Ça va permettre en fait d'accompagner votre client auprès des banques, auprès des notaires, etc., qui va évidemment le rassurer. Et donc il va se dire, ok, en soi je paye une provision comptable et fiscale à Sébastien tous les mois, mais il y a aussi l'aspect de la fiscalité, mais il y a également l'aspect de la finance. Et donc Sébastien va m'accompagner auprès de mon banquier pour éventuellement négocier mon crédit d'investissement ou mon crédit privé. Le dernier département est la plaque tournante, c'est ce qu'on appelle le département administratif. Le département administratif, il y a 10 ans d'ici, est un département qui était difficile en termes de refacturation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, on en discutera tout à l'heure, mais le département administratif est une plaque extrêmement importante pour rassurer les différents clients. Je considère que ce type de schéma, que j'utilise depuis plus de 10 ans, est vraiment un schéma qu'il faut mettre en place au sein de votre fiduciaire, car ça apporte vraiment une grosse plus-value. Alors, pour structurer vos départements, nous, au sein du cabinet, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dans chaque département avec un manager, un junior. Donc, chaque département doit détenir un manager quand c'est possible au niveau du coût et au niveau du développement de votre cabinet, mais un manager, un junior. Donc, le junior est le backup du manager et le manager, en quelque sorte, est votre backup. Donner du temps, il faut apprendre à donner du temps, même si c'est frustrant et c'est difficile, mais il faut vraiment apprendre à donner du temps dans vos différents départements. Optimaliser son agenda et gérer son temps est un élément aujourd'hui extrêmement important. La communication au sein des différents cabinets devient de plus en plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'on souhaite que tout aille vite. Et surtout, aujourd'hui, on a les emails, on a le WhatsApp, on a Telegram. Ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est qu'on a des accès partout. Donc, au sein du cabinet, on a fait des choix de dire qu'il y a des moments donnés où on n'est pas disponible. On n'est pas disponible, pourquoi? Pour éviter les dangers. On s'est rendu compte que le fait de vouloir toujours répondre et de faire plaisir en termes de communication peut poser des problèmes en termes de responsabilité et voire même d'image du cabinet. Donc, écrire un WhatsApp à des heures pas possibles, ce n'est pas acceptable. Et écrire même un WhatsApp avec des fautes d'orthographe, ok, c'est peut-être plus toléré aujourd'hui, mais c'est quand même pas acceptable. Donc, il faut vraiment apprendre à gérer sa communication. Ce sont des protocoles qu'il faut mettre en place au sein de votre cabinet. Ces protocoles sont importants pour la gestion de la vie privée et de la vie professionnelle. Attention à la notion d'urgence. Les clients définissent toujours l'urgence. En fait, pour les clients, tout est urgent.
Ce qu'il faut faire, c'est de temps en temps les renvoyer au Larousse et en donnant la définition de l'urgence. Rien n'est urgent, sauf éventuellement les délais qui sont impartis par l'administration fiscale. On n'a pas le choix, on doit évidemment les respecter. Répondre aux emails. Personnellement, moi, j'ai un répondeur dans mes emails automatiques qui dit qu'effectivement, j'accuse réception de l'email. C'est quelque chose qui a été très fort accepté au sein du cabinet, qui a été apprécié auprès des clients parce qu'ils savent que j'ai effectivement pris connaissance de l'email et que donc ils savent que je vais le traiter et que je ne laisse pas sans réponse. Au niveau de la communication, évidemment, il y a le téléphone. Très important de faire un bon dispatching au niveau du téléphone. L'image au niveau du téléphone, quand je parle de l'image, c'est l'image qu'il faut renvoyer quand une personne vous appelle, un prospect ou un client. Il y a des phrases types qu'il faut effectivement sortir. Et les horaires, quoi qu'il arrive, il faut respecter les horaires, que ce soit au bureau ou à l'extérieur du bureau. On a chacun une vie privée. Ce qu'on a fait récemment au sein du cabinet, évidemment, on avait un agenda commun qui était accessible à nos clients sous le format Google. Aujourd'hui, on a mis un nouveau système en place qui s'appelle Calendly et l'avantage de ce système-là, c'est que les clients peuvent eux-mêmes prendre en ligne des rendez-vous, que ce soit des rendez-vous Zoom, téléphoniques ou des rendez-vous physiques. L'avantage, c'est qu'on leur montre qu'on est disponible parce que les clients, souvent, ont comme critère que les bureaux comptables ne sont pas disponibles et donc on a mis en place ce système et je vous recommande très sincèrement de le faire. L'indispensable pour moi également, c'est la base de données. On a développé, nous, il y a déjà 10 ans, voire plus, une base de données interne qui correspond à nos propres besoins. On n'a pas une base de données qui est commercialisée sur les marchés pour une raison très simple, c'est que je pense aujourd'hui que cette base de données répond mieux aux besoins de mon propre bureau qu'une base de données externe. Faire face à des problèmes de trésorerie, ça c'était un problème aujourd'hui avec la crise économique qui est extrêmement important. Il y a évidemment des facteurs et des réflexions que vous devez avoir dans votre gestion de votre trésorerie, de votre cash flow. C'est la fréquence de l'encodage de votre propre dossier. Je n'ai jamais eu, sauf cas de force majeure, ma comptabilité qui date de plus de 48 heures, tout simplement parce que la fréquence de l'encodage, et surtout aujourd'hui avec l'automatisation, c'est relativement simple. Et donc, vous devez avoir une comptabilité à jour pour pouvoir vous permettre d'analyser vos tableaux de bord. Vous devez analyser vos clients et trouver des solutions à vos clients. Quand je dis vos clients, c'est la gestion d'encours de vos clients. Pourquoi, effectivement, vos clients ne vous payent pas? Quelle est la raison? Est-ce que le client est en difficulté? Si oui, quelles sont les solutions que vous pouvez lui apporter? Si pas, est-ce que vous pouvez lui proposer un plan d'appurement? Est-ce que vous continuez à facturer? Attention, n'oubliez pas que quand on engage de la facturation, il y a évidemment des implications TVA et fiscales et surtout aussi des encours avec des rappels et peut-être que le client est en difficulté. Donc je pense que vous devez apprendre à communiquer régulièrement avec vos clients du pourquoi, effectivement, les postes clients sont encore ouverts. On verra ensemble après les solutions qu'on a envisagées au sein du cabinet. Analyse des postes fournisseurs. J'analyse effectivement les postes fournisseurs parce que je me rends compte de la nécessité des frais. Je me rends compte que par exemple, il y a certains frais que j'ai engagés il y a par exemple 6 mois où on avait mis un abonnement Netflix dans la salle d'attente et je me suis rendu compte que finalement ce n'est pas un frais intelligent et donc l'avantage d'analyser régulièrement votre comptabilité va vous permettre effectivement de faire disparaître ce type de frais et donc indirectement d'augmenter votre cash flow. Tous les mardis, pendant 3 heures, je consacre du temps à ma propre comptabilité. Si ce n'est pas la comptabilité, c'est la réflexion sur les budgets. Si ce n'est pas la réflexion sur les budgets, je réfléchis sur mes fournisseurs, etc. Le respect des échéances. Avec vos clients, il faut effectivement les accepter et que donc, il faut partir du principe où les clients doivent vous payer rapidement et vous devez payer au plus tard possible vos fournisseurs. Donc, évidemment, votre cash flow en entrée doit être rapide, mais votre cash flow ne doit pas sortir trop rapidement. Donc, analysez bien les échéances avec vos fournisseurs et éventuellement, il faut les renégocier. Comment on a fait au sein du cabinet pour utiliser quelques leviers financiers? On a travaillé sur ce qu'on appelle des provisions récurrentes, donc je m'explique. Au sein du cabinet, on a ce qu'on appelle une provision comptable et fiscale. Tous les mois, on facture cette provision comptable et fiscale qui a été déterminée dans notre lettre de mission et ou dans notre proposition de travail. Quand on a un nouveau client, on envoie une proposition de travail et pas un devis, parce qu'un devis, c'est un peu trop dur. On envoie une proposition de travail. Sinon, on envoie une lettre de mission. Et dans la lettre de mission, il y a des provisions récurrentes. On travaille sur base d'un mandat et d'une domiciliation. En gros, c'est simple. Ça veut dire que le client signe ce mandat ou cette domiciliation.
Et donc nous, on va chercher en quelque sorte cet argent sur le compte du client, sur base évidemment de la facture qu'on a générée. Et ça va effectivement attribuer tous les mois un montant X au niveau de votre trésorerie qui est certain. Alors évidemment, des fois, il y a des domiciliations qui sont rejetées pour X ou Y raison, d'où l'importance précédente d'aller analyser vos clients, de comprendre pourquoi. Ça peut arriver que vos clients sont également en difficulté économique. Des leviers qu'on a utilisés au sein du cabinet que j'ai oubliés, ce sont les frais administratifs. En fait, chaque année, on facture des frais administratifs qui sont prévus dans notre lettre de mission. 125 € pour les sociétés, 75 € pour les personnes physiques. Les frais administratifs sont listés clairement dans notre lettre de mission. On a les accusés de réception. On facture aujourd'hui les accusés de réception entre 2,50 € et 5 € si sont accusés de réception à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que ça génère un travail. Et donc, on facture également les accusés de réception qui sont un levier complémentaire. Ne pas oublier de facturer. Alors, je sais que ça paraît simple, mais sincèrement, je le vois tous les jours dans les différentes expertises que je fais au sein du cabinet. On oublie de facturer pour X ou Y raison ou on n'ose pas facturer. Et ça, c'est une erreur fondamentale. On applique également l'ouverture de dossier. On applique ça une fois lorsqu'on a un nouveau client. On applique l'ouverture de dossier. L'ouverture de dossier est facturée entre 55 et 75 €. 55 en personne physique, 75 € en société. Tous les montants que j'invoque sont hors TVA. Et on refacture aujourd'hui tous les frais qui sont finalement obligatoires par rapport à l'évolution d'une fiduciaire, à savoir par exemple les frais CODA. On refacture également les frais CODA au sein du cabinet pour avoir un levier financier complémentaire. Motiver son personnel et garantir la qualité de son travail, ce sont évidemment des points importants aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué d'engager du personnel parce que le métier est vieillissant, parce que les demandes des jeunes sont aujourd'hui différentes des nôtres et donc il y a un petit choc au niveau des générations. Et donc, notre premier rôle, c'est de donner l'envie à notre personnel. Comment ? Au sein du cabinet, par exemple, moi je fais des formations internes et pas des formations externes. On parle vraiment des sujets qui nous touchent au sein du cabinet et je ne vais pas aller à des formations externes. Et donc, on fait des formations en interne qui sont évidemment des grosses plus-values au sein du cabinet. Au niveau de l'engagement, évidemment, quand vous avez des jeunes en face de vous, ce qui se passe, c'est que leur approche n'est plus la même que la nôtre. Et donc, ils ont besoin de loisirs, ils ont besoin de souffler. Et donc, il faut adapter, écouter le modèle de votre cabinet en fonction, évidemment, de leurs propres souhaits. Tout en évitant évidemment que votre cabinet a trop d'impact parce que tout d'un coup, il veut quitter votre cabinet tous les jours à midi. Mais évidemment, il faut être à l'écoute. C'est très important parce que très souvent, je me rends compte que pour X ou Y raison, ils ont raison. Trouver des solutions, ce sont des personnes aujourd'hui qui aiment beaucoup le télétravail. Contrairement à ce qu'on peut croire, ils adorent les formations. Donc les formations internes, c'est quelque chose qui est très accepté au sein du cabinet. Les formations externes sont également des choses qui les amusent assez bien. Organiser des rendez-vous communs, oui, en fait, il faut montrer régulièrement que vous êtes également sur le terrain et que vous êtes avec eux. On est une équipe dans le bien, on est une équipe dans le mal, mais on est une équipe. Et donc, organiser des rendez-vous en interne en fixant avec eux les objectifs. Donc, il n'y a pas de tabou au sein de notre cabinet. Après, la gestion d'un cabinet, c'est différent chez chacun, mais chez nous, il n'y a pas de tabou et on discute des objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de clientèle, etc. Écouter leurs besoins techniques, extrêmement important parce qu'en fait, nos besoins techniques ne sont pas leurs besoins techniques et peut-être qu'eux préfèrent travailler sur un portable et nous sur un ordinateur de bureau. Et donc, leurs besoins techniques ne sont pas les mêmes. Donc, il est extrêmement important de les adapter. Et alors, revoir le modèle économique en fonction du besoin commun, c'est quelque chose qu'on fait 2 fois par an au sein du cabinet, où on écoute les besoins communs et on adapte le modèle économique de la fiduciaire en fonction des besoins communs, si ces besoins sont évidemment justifiés. Travailler, évidemment, trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est un élément extrêmement difficile aujourd'hui. J'en ai vécu l'expérience et donc j'ai fait des choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas de mon cas vécu, c'est que c'est impossible d'avoir une activité professionnelle optimum
d'avoir une vie privée optimum et d'avoir la santé. Donc en fait, l'un des 3 facteurs, à un moment donné, pose un problème. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de solution en termes d'équilibre. Par contre, il faut vraiment être sincère avec vous-même, c'est difficile d'avoir les 3. Personnellement, j'ai fait le choix d'adapter un petit peu ma vie professionnelle. L'avantage, c'est qu'effectivement, j'ai plus de vie privée, mais évidemment, mon business est un petit peu moins intéressant en termes de chiffre d'affaires, mais tout à fait raisonnable. Il faut trouver des compromis et adapter le modèle en fonction de votre propre vie. Donc, la vie d'aujourd'hui n'est pas la vie de demain, ni celle d'hier, et donc vous devez adapter votre modèle économique en fonction de ce qui se passe dans votre propre vie privée et également dans votre vie professionnelle. Il faut accepter, c'était un élément extrêmement difficile pour moi, donc c'est pour ça que je le cite, d'accepter la vie privée des collaborateurs et d'accepter qu'eux quittent plus tôt et que vous vous retrouvez éventuellement au bureau plus tard ou inversement. Ça m'a créé vraiment une frustration, mais encore une fois, il faut s'écouter et il faut accepter qu'effectivement les modèles ont changé. L'une des clés qui m'a permis vraiment de réussir aujourd'hui, c'est le sport et faire attention à mon sommeil et à ma nutrition, mais là, je ne vous apprends rien. Alors, une autre erreur que j'ai constatée, c'est que je pensais qu'il fallait faire de la masse pour y arriver. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Si vous travaillez de manière réfléchie, optimum et structurée, il n'est pas nécessaire de faire de la masse, elle se digère naturellement. Aborder la relation avec le client, c'est un élément en fait, qu'on a mis en place au sein du cabinet, justement pour venir en plus-value au sein du cabinet. On a décidé de remettre au client une forme de PV, d'ordre du jour, de ce qui se passe réellement au sein du cabinet. Donc, on dit au client, OK, on a un rendez-vous ensemble, on t'envoie un ordre du jour et un PV. On lui explique ce qui se passe réellement dans les coulisses. On lui dit également qu'on n'est pas des psychologues et qu'effectivement, on est d'accord d'entendre beaucoup de choses, mais on n'est pas des psychologues. La qualité du bureau, expliquer quelles sont les qualités du bureau et pourquoi éventuellement on est prêt à travailler ensemble. Ne pas être trop proche, ça c'est une erreur que j'ai faite, ne pas être trop proche de vos clients ne sont pas vos amis. Si c'est le cas, ça va poser évidemment des problèmes dans vos stratégies. Mettre des limites dans la lettre de mission, dans vos responsabilités et en termes d'amitié. Parler des objectifs du bureau avec vos clients, c'est très important de leur dire, écoutez, pendant cette période-là, je ne suis pas disponible parce qu'au bureau, on va développer tel type de modèle. Expliquez le modèle, expliquez vos ambitions et ciblez votre clientèle de manière claire. Notre cabinet d'expertise comptable, par exemple, on travaille sur le médical, paramédical et les consultants. Je ne suis pas aujourd'hui compétent pour travailler avec les entrepreneurs. En gros, quand vous gérez votre cabinet d'expertise comptable, il faut savoir s'écouter, mais s'écouter au quotidien. Donc vraiment prendre du recul et respecter ses propres besoins. Respecter ses propres besoins signifie les besoins de la vie privée, de la famille et également les besoins professionnels. Connaître ses limites, si vous vous rendez compte que le corps vous donne des signes, écoutez-vous. Si éventuellement votre famille vous donne des signes, écoutez-les. Et se concentrer sur son développement personnel, je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir sur le pourquoi vous avez développé votre cabinet comptable et si le cabinet comptable répond toujours à vos demandes. Et donc merci, je me tiens à votre disposition dans le chat encore quelques minutes. Merci pour votre attention, à très bientôt.